Rencontre poétique. Bernard Noël et Jacques Abeille. Un entretien animé par Mathieu Dubois. Proposé par la Maison de la Poésie de Rennes et Radio Univers. Jacques Abeille, Bernard Noël, bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. Jacques Abeille, vous êtes écrivain, romancier, auteur d'une œuvre romanesque hors du commun. Votre œuvre reconnue est la série du cycle des contrées, formée des jardins statuaires, Le Veilleur des jours, Les Voyages du Fils, Les Mers perdues, Les Barbares, La Barbarie. Et vous travaillez avec l'artiste illustrateur François Schuiten. Vous avez publié aussi des poèmes tels que Fables, Brune esclave de la lenteur, Un journal de nuit, Odeur de sainteté, Chronique scandaleuse de ténèbres. Bernard Noël, bonjour, vous êtes poète, essayiste, critique d'art et romancier, vous avez reçu de nombreux prix, vous avez une œuvre fondamentale et extrêmement foisonnante. Vous avez écrit entre autres Extrait du corps, Le château de Seine, Journal du regard, Le reste du voyage, La peau et les mots, le roman d'un être, le livre de l'oubli, le dictionnaire de la commune, la chute des temps, la castration mentale, et vous avez travaillé sur et avec de nombreux peintres. Alors, je voudrais commencer, parce que vous êtes deux grands poètes, deux grands créateurs. Je souhaiterais discuter donc de la création, de la poiesis. Bernard Noël, vous avez pu dire que créer, c'est mettre le monde au monde. C'est-à-dire une gestation, un accouchement sans cesse renouvelé du monde. Jacques Abeille, vous avez donné dans les jardins statuaires une idée de la manière dont vous considérez la création, l'activité de création en faisant des statues à l'image de légumes, des êtres qui se cultivaient dans des jardins et prenaient peu à peu leur forme. Donc, ma question est celle-ci, celle de savoir quelle conception ou sensation avez-vous de cette activité de création et du même coup de créateur. Et je commencerai par exemple par vous poser la question, Jacques Abeille, avec cette fable, est-ce que vous pourriez nous parler de cette fable qui est à l'origine des jardins statuaires et qu'est-ce que peuvent incarner ces statues ? Au départ, il s'agissait d'une métaphore qui m'avait été inspirée par le travail d'un paysan. Et je me figurais que j'allais écrire une quarantaine de pages, comme une sorte de petit essai philosophique. Et j'ai été débordé par mon sujet qui s'est développé sur la base d'une imagination romanesque que je contrôlais très peu. C'est-à-dire que m'étant donné un sujet, je me suis trouvé réaliser ce que je racontais. Les jardins statuaires, finalement, le livre est l'objet qui décrit, se confond avec. Voilà. Alors l'autre question qui me préoccupait et qui continue d'ailleurs à me préoccuper, c'est de savoir qui écrit un livre. Qui écrit, voilà. Il y a un narrateur. Comment est-ce que ce narrateur est l'émanation de son écriture ? Voilà. C'est-à-dire que j'éprouve très fort la déception des histoires qu'on peut me raconter dont il est impossible qu'elles aient été racontées. Par exemple, la fin de certains romans noirs écrits à la première personne, dont le narrateur, à la fin, est promis à la mort. Alors quand quelqu'un qui est dans un piège sans issue a-t-il pu me raconter cette histoire à la première personne ? Voilà. Et je pense que j'ai ce souci parce que j'ai trouvé, ou peut-être que je l'ai soupçonné depuis toujours, une évanescence de la première personne.
peut-être que fondamentalement, dire je, c'est impossible à assumer, parce que nous savons depuis toujours que nous ne parviendrons jamais à dire je jusqu'au bout. Je dirais les choses comme ça, si c'est une réponse. Par rapport aux statuts qui grandissent sans en dire trop pour que les lecteurs aillent lire, ces statuts-là quand même incarnent une manière de voir la création qui serait proche de la pensée aristotélicienne sur la création. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot? Je pense que ce qui m'importait, c'était du vivant. C'est une interrogation sur la fécondité. C'était que la création artistique en général, manifestée ici par l'émergence des statues, est une participation à la grande fécondité de la Terre. Voilà. Et une participation qui essaie de se réconcilier avec les exigences de cette fécondité de la Terre, qui trouverait un apaisement ou peut-être même une consolation dans la participation à l'émergence du vivant, qui par ailleurs se double, on le sait, pas mal de cruauté. Ce qu'on appelle les lois de la nature. Comment est-ce qu'on peut s'insérer dans cette nécessité? Comment est-ce qu'on peut, je pense que la question est brûlante aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut échapper à tout ce qui nous pousserait à la haine, par exemple. Et par conséquent, j'ai le sentiment d'appartenir à un système culturel qui ne va pas bien, qui nous ramène à des instincts que nous n'avons pas. Les mœurs, les bonnes mœurs, les mœurs structurées, il me semble que nous sommes en face d'un mensonge millénaire pour nous ramener à un instinct irréfléchi qu'au départ nous n'avions pas. Je pense qu'au départ, la beauté de l'homme est peut-être dans ses défauts. Notre nudité viendrait, si c'est l'état le plus beau du corps humain, notre nudité, très difficilement supportable, c'est une privation de poils et de fourrure. Notre physionomie, c'est une privation de crocs, ou nos mains, une privation de griffes. Et notre conduite, c'est une privation d'instinct. Voilà. Alors, est-ce que, par exemple, nous sommes capables de créer quelque chose qui s'appelle le désir, qui n'est pas du tout l'instinct, qui est une manière de structurer une énergie en manque. Et c'est là qu'intervient l'imagination. C'est pour ça que nos mœurs intimes, pour ça que j'ai découvert que c'était pour cela que j'avais écrit des livres érotiques. C'est-à-dire pour scruter une poussée d'énergie, mais qui n'a aucune forme. Et que l'érotisme, c'est une manière de donner une forme. Il n'y a pas d'instinct. Autrement dit, je m'inscris contre l'héritage de Schopenhauer, par exemple,
dont le pessimisme imprègne systématiquement, hein, qui essaie de nous faire croire que nous sommes guidés par quelque chose de fondamental et de naturel. La nature triche, non, elle ne triche pas. Elle nous a laissés démunis. C'est à nous de faire l'effort d'inventer une conduite avec la plus grande fantaisie possible. Et là, on a de l'érotisme et non pas de l'instinct. Nous ne sommes pas condamnés 3 ou 4 fois par an à nous mettre au coin des rues en hurlant, les femmes à se rouler à 4 pattes sous les yeux des hommes pour être saillies brutalement, sans autre forme de procès et dans des positions imposées. Nous n'avons pas cela. Nous ne savons pas comment il faut s'y prendre. Quand on arrive à l'adolescence, quand on atteint la maturité, il faut tout inventer, ce qui est très angoissant. On ne peut pas entrer dans la... Bien sûr, voilà. Mais l'exaltation, c'est déjà notre élan. C'est déjà le fait de vouloir que ce soit beau, riche, intéressant, etc., etc. Voilà. Alors les statues, c'est cette poussée, cette sève qui monte de la terre et que les hommes aident à prendre forme. Donc ils vont traiter ça comme on traite, comme j'ai vu ce paysan biner son carré de courges, d'énormes courges qu'il préparait pour nourrir ses canards. Il aidait quelque chose qui surgissait. Il intervenait délicatement, il désherbait pour faire place nette, pour que la chose développe tout son volume. Et c'est de ça qu'il s'agit, me semble-t-il, dans la poésie, dans la création artistique en général. Le créateur comme un jardinier, comme quelqu'un qui aménage les conditions d'essor, de développement de l'œuvre, si je comprends bien. Mais si vous voulez, j'essaie de sauver l'idée de création en la libérant de l'imitation d'un démiurge quelconque, hein, et en même temps de la traiter de la manière la plus modeste. Nous sommes de modestes paysans de nos vies, auxquels nous essayons de donner forme. Bernard Noël, je disais tout à l'heure que vous disiez que la création, c'est mettre le monde au monde. Avec la discussion, dans cette discussion, vous partagez cette conception de la création, de l'activité de création? Tout à fait. Je veux dire que j'ai le sentiment de ne plus avoir rien à dire. Ce que je partage en tout cas au départ, c'est, comment dire, quand Jacques a parlé du jeu, plus je vieillis, moins je suis capable de dire je. Je déteste le jeu. Et je n'emploie qu'un jeu de responsabilité si j'écris un texte politique. Dans tous mes écrits, il y a un refus complet du jeu. C'est peut-être pourquoi je mets en scène tous les autres pronoms personnels, peut-être. Dont le nous. Dont le nous. Un nous qui est d'ailleurs essentiellement politique. Le paradoxe pour moi, en écrivant ce nous, c'est que je me suis rendu compte, si je repense un peu à l'histoire que résumait Jacques d'ailleurs, c'est que il n'y a aucun espoir possible dans cette humanité. Je veux dire que pour moi, maintenant, au fond, le problème, c'est comment faire du désespoir une valeur positive, au contraire de ce qu'il est a priori. Alors, si vous voulez, le paradoxe était d'articuler ça avec du nous, puisque le nous est au contraire un mouvement de solidarité collective, quoi. Et donc je suis un peu devant, enfin je suis pas un peu, je suis complètement devant ce paradoxe plus ou moins invivable qui fait qu'il faut quand même enfin je n'ai pas choisi de disparaître volontairement, donc je cherche comment
faire de ce désespoir une raison de vivre. C'est un paradoxe. Comment sublimer ce Non, il ne désespoir? s'agit pas de le sublimer, au contraire, il s'agit de le rendre actif. Si vous voulez, mais comment peut-on entraîner quelqu'un au nom du désespoir? C'est un peu ça. Comment créer un enthousiasme et désespoir, au fond? Puisque toute l'histoire, toute l'histoire au fond de l'Occident, c'est l'histoire d'une cruauté implacable, tantôt au nom du religieux, tantôt au nom du politique. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de politique. Il n'y a qu'une espèce de spectacle, ce qu'on appelle la communication, et qui est l'inverse absolu de la communication. Quand je pense qu'il y a 60 ans, le mot communication chez Bataille était l'autre nomination du sacré. Aujourd'hui, c'est la façon de désigner, je ne sais pas comment appeler ça, l'imbécilité générale. Je poursuis Bernard Noël. Vous dites que l'écriture, c'est du regard. Alors, je continue sur l'idée de création, cette conception. Vous dites que l'écriture, c'est du regard qui se traduit. C'est l'imaginaire qui devient réel par l'écriture. Jacques Abeille, vous avez pu dire dans des entretiens que vous écriviez comme vous rêviez. Je voudrais donc savoir comment s'organise cette relation entre l'écriture et vos sens, l'écriture et l'imaginaire, le regard. Quand vous êtes en processus de création, d'écriture, ce sont des images qui vous viennent. Comment se passe ce processus-là, Bernard Noël? Le problème, c'est que dès que vous articulez, enfin ce que vous venez de faire par exemple, vous transformez des termes de recherche, au fond, en affirmations. Alors, si c'était des affirmations, elles seraient vaines. Toute affirmation, me semble-t-il, est vaine, tant qu'elle n'est vraie que dans la pratique de la chose. Donc, d'où mon embarras, quoi. Je veux dire, là, nous ne pratiquons rien. Nous essayons de parler, mais d'approcher quelque chose qui se dérobe devant nous au fur et à mesure. Et puis, mais il n'y a pas de... Le problème, c'est qu'il n'y a pas de vérité comme ça, proférable. Je veux dire que ça s'invente au fur et à mesure que ça se pratique. Alors, je reformule. Comment... Non, c'est pas une accusation. non, j'ai bien compris, mais comment vous commencez un texte? Quels sont justement les... voilà. Qu'est-ce qui vous oriente? Sur quelles contraintes? Oui. Quand j'ai commencé à désirer écrire, c'est loin. Et si vous voulez, à l'époque, j'étais partagé entre une phrase d'Artaud, toute écriture est de la cochonnerie, mais ce qui était la littérature de cette époque-là, c'était la littérature existentialiste, qui était le contraire. Et la littérature existentialiste, au fond, c'était, comment dire, de développer, vérité, c'est peut-être beaucoup dire, mais de développer quelque chose comme une vérité, et non pas des cochonneries, quoi. Et moi, ça m'a paralysé pendant des années. Si vous voulez, je n'ai écrit qu'un seul livre quand j'avais, je sais pas, 25 ans, 24, je sais plus, qui est Extrait du corps. Et Extrait du corps qui est la base, je pense, de tout ce que j'ai fait par la suite. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, le fait d'avoir écrit ce livre m'a paralysé pendant 10 ans, alors que ça aurait dû me libérer. Si vous voulez, je ne suis revenu à l'écriture, au fond, qu'avec le château de Seine, qui était, comment dire, enfin, où on n'a vu qu'un livre érotique, qui était quand même surtout un livre engagé. Mais je ne sais pas quelle conscience j'avais de cette chose, sinon que ça a été un livre écrit très vite et qui m'a libéré. Mais comment vous l'expliquez, ce blocage après Extrait du corps? Mais je l'explique pas. Non, il m'intrigue, simplement, oui, si vous voulez.
Mais en même temps, extrait du corps est probablement un truc illusoire. Je veux dire que j'ai cru sans doute en l'écrivant que le corps enfin parlait. Et en fait, je sais bien après coup que c'est simplement la posture d'écriture qui s'exprimait. Et que, évidemment, ce qu'il y avait sur ma scène mentale, c'était toute l'activité physique, physiologique, etc., organique. Donc elle a débordé sur la scène, si je puis dire. Jacques Abeille, Moi, j'ai envie de me substituer à Bernard et d'apporter quelque chose qui serait comme un peu une mise en lumière de cette énigme. Je pense que ce qui se prouve avec le château de Seine, c'est que on peut mettre à jour un livre avec une organisation de la parole concrétisée, un livre vivant, vibrant, qui enfin n'a pas raison. Il s'agit de ne pas avoir raison, ni d'un interlocuteur, ni des choses. Hein. C'est la nuance qu'il y a par rapport à une littérature imprégnée de philosophie, existentialisme à l'époque. Ce sont des gens qui sont démonstratifs, qui ont raison. Est-ce qu'on peut mettre à jour quelque chose qui se tient, qui est un organisme, qui est quelque chose de vivant même, et qui soit là sans prétention à avoir raison? Et en fait, nous avons là, sur cette question, quelqu'un qui nous précède, c'est Sade. C'est Sade. C'est-à-dire que on s'émerveille toujours du fait qu'il y a des démonstrations extraordinaires chez Sade, et on dit il dénonce la raison et il a raison, etc., etc. Mais non, il fait cela depuis le chant romanesque. Tous ces développements de fantasmes charmants ou abominables, il y a les deux aspects chez Sade, sont le terrain dont surgissent ces raisonnements. Ce sont donc pas des raisonnements qui prétendent avoir raison. Ces démonstrations ne sont pas faites pour convaincre et surtout pas pour vaincre. Il est fécond à condition de n'avoir jamais raison. À nous d'en faire notre profit comme on peut, mais il ne s'agit jamais d'assumer une domination. Ce qui est paradoxal quand on pense à la généralité, à l'image qu'on a de Sade. Voilà. Et il y a un très beau petit livre de Bernard d'ailleurs qui travaille sur ces paradoxes, sur ce qu'on a fait de Sade, sur ce qu'il est essentiellement et sur ce qu'il n'est pas. C'est un livre, en tout cas pour ma part, qui m'a beaucoup appris dans cette perspective. C'est étrange ce que dit Jacques parce que je faisais allusion à mes débuts. Mes débuts régnaient l'existentialisme, qui était la pensée à la mode au fond, mais inévitable. Et donc, je vous ai dit, après j'ai gardé le silence pendant une dizaine d'années, et ensuite quand je suis revenu, ou quand je suis venu à la littérature, si je puis dire, régnait une chose, je sais pas comment appeler ça, un théoricisme absolu entre tel quel et les autres. Et au fond, j'ai été longtemps complexé devant cette manie théorique. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte, au fond, qu'il n'y avait rien de plus narcissique que la théorie, parce qu'elle vous donne raison à tous les coups. alors, justement, vous allez me dire, mais
à l'exact opposé de la théorie, peut-être on pourrait parler de la peinture. Je ne sais pas si vous seriez d'accord avec ça. J'avance ça pour essayer parce que vous êtes deux grands amateurs, mais plus qu'amateurs. Vous travaillez avec des peintres, sur des peintres. Euh, voilà, Jacques Abeille, vous avez voulu être peintre et exercer cette activité avant de vous rendre compte que vous étiez daltonien. Est-ce que c'est vraiment ça qui vous a empêché et donc, comment cet amour de la peinture en fait se retrouve dans vos écritures respectives d'ailleurs est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur voilà, votre rapport à la peinture, Jacques Abeille? D'abord, je me suis guéri de mes scrupules grâce à ma pratique de professeur. Parce que je suis passé à l'enseignement des arts plastiques et j'ennuyais beaucoup les élèves. C'est-à-dire que quand l'enseignement des arts plastiques dans un lycée pour préparer le baccalauréat comportait deux versants. Un versant de réflexion d'esthétique et de culture artistique, versant, on pourrait dire, théorique, dans la mesure où il n'était pas par opposition à la pratique. Et puis des séances d'atelier. Or, les séances d'atelier, j'embêtais profondément mes élèves. C'est-à-dire qu'ils étaient devant une feuille de papier avec des pinceaux, de la matière, et moi, je prenais mon vol depuis le bureau derrière lequel j'ai jamais été capable de me tenir, et je faisais le tour, comme un vautour, autour de la salle, en me penchant. Et il y en a un qui, très, très gentiment, parce que j'ai toujours trouvé très intéressantes les objections, et c'est là, d'ailleurs, que la question d'avoir raison ou pas, il s'agissait d'enseigner sans avoir raison de ceux qui m'écoutait, qui m'a dit, écoutez, c'est épouvantable, on peut rien faire, vous surgissez derrière notre dos en train de regarder ce qu'on est en train de faire, posez-vous de temps en temps, corrigez vos copies. Alors je dis, ce serait indécent, je suis payé pour corriger les copies chez moi, il faut que je m'occupe en classe. Eh ben, vous n'avez qu'à faire comme nous, vous n'avez qu'à peindre, faire quelque chose, et voilà. Donc je me suis remis à peindre. Je me suis mis à peindre sur des macules. C'est-à-dire que mon daltonisme me permettait de discerner des formes là où il n'y avait que de l'aléatoire. Alors, en toute modestie, je repartais de quelque chose qui avait hanté Gustave Moreau. Gustave Moreau paraît le comble de l'académisme. Et en fait, on s'est aperçu que sans en rien dire à personne, parce que peut-être il était trop tôt, il collectionnait des macules, des bouts de papier sur lesquels il déchargeait ses pinceaux, il les gardait, il les interrogeait, il se demandait ce qui se passait dans le rapprochement plus ou moins aléatoire de taches colorées. Donc je suis reparti de là, ce qui était repartir de Léonard de Vinci et du fameux Vieux Mur, s'y était repartir donc de certaines inspirations surréalistes comme celle de Max Ernst, des choses comme ça. Et j'ai beaucoup appris, voilà, grâce à mes élèves, parce que je me suis mis à peindre, à préciser le moins possible ce que je croyais entrevoir dans des tâches. Et je pense que écrire, c'est un peu du même ordre, c'est-à-dire que ça ramène encore à ce travail sur les statues qu'il s'agit de retailler délicatement. Il y a quelque chose qui apparaît, ça peut être de la pensée, ça peut être de la vision, dans une brume. Il s'agit de s'avancer et de préciser délicatement en ne brutalisant pas, en ne forçant pas ce qui semble se dessiner de manière
plus ou moins indistinctes. C'est comme si on s'approchait, ou comme si quelqu'un qui fait un film accommodait, réglait la profondeur du champ, la définition de l'image qu'il est en train de saisir. Voilà. Donc écrire, au fond, ce serait ça. Ce serait préciser quelque chose qui au départ est peut-être informe, indistinct, et qui ne demande pourtant qu'à accueillir les modestes modifications qu'on peut y apporter. Bernard, Oui. Non, comment dire, enfin, l'écriture me prive du visuel, au fond. Je veux dire que l'écriture dans notre alphabet n'est pas visuelle. Alors j'ai toujours rêvé d'une écriture visuelle parce que une écriture qu'on comprendrait simplement en la regardant. Je veux dire qui transmettrait son sens par imprégnation. Ce que fait la peinture, justement. Je veux dire, ce qui m'intéresse au départ, ce qui m'intéressait dans la peinture, c'est que je pensais pouvoir y observer un regard fixé. Ce qui m'intéresse, au fond, principalement, c'est le regard. Et le regard, je peux pas l'observer. Le regard de l'autre. Il se dérobe dans l'échange, au fond. Et dans une peinture, le regard est fixé. Et donc, c'est le processus d'échange entre l'espace visuel du spectateur et l'espace visuel qui se développe à partir de la peinture, qui est le lieu d'échange et d'interréaction. Et quant à écrire là-dessus, je crois que c'est parti d'une rencontre. Il y a une exposition qui m'avait beaucoup frappé, c'était les symbolistes belges. Et dans cette exposition, il y avait quelques tableaux de Magritte. Parmi ces tableaux, un tableau qui s'appelle Les vacances de Hegel, qui représente simplement un parapluie au sommet duquel est posé un verre avec de l'eau. Et au fond, devant ce tableau, c'est ce qui m'a conduit à écrire un livre sur Magritte. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on peut dire d'un tableau pareil? Après, évidemment, Magritte est aussi quelqu'un qui a beaucoup écrit. Donc, ce qui compte pour lui, c'est d'inventer une pensée visuelle. Alors, la contradiction entre le parapluie qui est fait pour chasser l'eau et le verre qui est fait pour l'accueillir, bon, je veux dire, c'est la base de cette représentation-là. À partir de quoi, évidemment, on peut développer ou discuter la chose. je voudrais vous poser la question de votre rapport à l'anthropologue Leroi-Gourhan, parce qu'on parle de la peinture qui implique un geste, les gestes, et j'aimerais savoir quelle importance a eu quelle importance ont eu les lectures de Leroi-Gourhan pour vous? Oui. Le livre qui a eu beaucoup d'importance, c'est Le geste et la parole. Alors, l'important, pourquoi? C'est peut-être parce que c'est la première fois que je rencontrais une philosophie pratique. Je veux dire, qui était basée sur l'observation de faits précis. Leroi-Gourhan, enfin, il y a d'autres livres dont j'ai plus les titres en tête, où il travaille beaucoup sur le développement du cerveau humain. Enfin, il décrit son évolution. Et ce qui est à la base du geste et la parole, c'est une chose apparemment très simple, c'est que ce qui détermine, au fond, le départ de l'humanité, c'est quand la bouche cesse de servir d'organe de préhension et que la main donc prend la place de la bouche. À partir de ce moment, la bouche est libre pour la parole. Enfin, je simplifie, mais c'est quand même à peu près ça. Et l'autre chose étant que, si vous voulez, au fond, on a toujours, avant lui, quand on fouillait, c'était au fond pour mettre des dates où il n'y en a pas, par couche. Lui, au fond, c'était d'explorer une couche pour discerner sur cette couche, enfin, ce que j'ai vaguement raconté hier, pour discerner sur cette couche des traces de passage de l'humain. C'est les traces qui l'intéressaient et non pas
non pas le discours, si je puis dire. Il n'y a pas de traces de discours d'ailleurs, mais il y a des traces de vie. Ces traces de vie en disent plus sur la vie que tout discours sur la vie. Donc un tableau est la trace du geste du peintre. Non, et pas seulement. C'est aussi une pensée qui se dépose. C'est à la fois, et cette pensée, elle est regardée et regardable. Et je pense que c'est en la regardant qu'elle se ranime. Donc il y a une comment dire, c'est ça la vraie communication, si je puis dire. C'est à travers cet échange de regards, ce qui est derrière, ce qui a motivé que le regard se dépose gestuellement sur une toile, contient la démarche de ce regard, si je puis dire. Jacques Abeille, je continue. J'ai relevé un passage dans les jardins statuaires, c'est celui-ci, je cite. « Nous ne sommes pas loin de penser que ce qui rattache généralement un homme aux êtres et aux choses procède de liens arbitrairement construits par l'imagination. En dehors de cela, il n'y a qu'une plate survie. » Eh bien, la question, c'était de savoir, justement, cette imagination-là, c'est précisément ce qui nous permet d'habiter le monde, d'être au monde. Est-ce le sens de cet extrait dont je viens de dire? Oui, enfin, aujourd'hui, parce que c'est vieux quand même ça, comme aujourd'hui je dirais que effectivement, ce que j'appelle imagination, c'est un mouvement qui vient de nous et qui est et qui nous met dans le sentiment de reconnaître des signes. Et que peut-être que toute chose est signe. Voilà. On parlait de Leroi-Gourhan, son très beau livre sur l'art paléolithique, qui est très beau volume, qui est une somme de ses réflexions. Et ce qu'il montre très bien, c'est que ces peintures, mettons celle de Lascaux, si vous voulez, procède d'une rencontre entre un homme ou plusieurs et une forme naturelle. Quand un homme s'aventure dans les lieux les plus obscurs et peut-être les plus inquiétants qui soient, parce qu'une caverne avec les moyens dont disposaient ces hommes, ça s'explore pas de manière tellement facile, il trouve là, au fond, quelque chose qu'il reconnaît. Il est dans une paroi de pierre, produite par quelque accident naturel. Il rencontre déjà un flanc de bison. Comme si la pierre lui faisait signe vers quelque chose dont il a le souci. Et c'est dans il se met donc, cet homme, à organiser ces allusions qu'il trouve là, qui s'offrent. Et Leroi-Gourhan fait une hypothèse, il appelle ça des mythogrammes. C'est-à-dire qu'à préciser des formes données par des accidents de la nature, l'homme organise un récit. C'est au point qu'on pourrait penser qu'avec cette pratique plastique ou plasticienne, on se trouve à l'origine de la parole articulée. C'est quelque chose qui me fascine. C'est aussi une autre leçon que j'ai trouvée chez Leroi-Gourhan. C'est-à-dire qu'on procède exactement à l'inverse de Platon, où il y a une pensée pure qui se dégrade progressivement, la parole
n'est qu'une copie d'une pensée, et l'écriture n'est qu'une copie de la parole. C'est le dernier degré de la déchéance, l'écriture. Et si on regarde les bisons de Lascaux avec le regard de Leroi-Gourhan, on a le processus inverse. C'est-à-dire que c'est l'expérience fondamentale, c'est la réalité concrète offerte par les profondeurs de la Terre, à laquelle une sorte d'artisan apporte une modification ou un supplément matériel, que c'est là-dessus que va s'organiser le récit des origines, qui est vécu dans l'origine du récit au niveau plastique, et que peu à peu, la pensée va se développer par l'articulation, vous voyez. Donc, et par la rencontre du signe. Donc, d'une certaine manière, l'homme imagine le bison parce que déjà, il reconnaît une forme qui lui fait signe. Ce serait l'origine de la poésie. Alors là, on a la belle formule d'Héraclite d'Éphèse qui dit « Le dieu qui est à Delphes, c'est-à-dire Apollon, n'affirme ni ne nie, il fait signe. » Voilà. Voilà ce qui serait à la racine de la poésie, reconnaître ce qui fait signe. Bernard Noël, je rebondis sur cette idée du signe et de notre époque. Vous parliez de la communication tout à l'heure. Vous avez beaucoup travaillé sur la notion de censure avec un S majuscule. C'est-à-dire, alors vous confirmez ou pas, c'est-à-dire l'idée qu'aujourd'hui la prolifération de messages, de discours, d'images via les réseaux médiatiques nous empêchait d'advenir au sens, car ils atrophiaient nos sensibilités et nos imaginaires, et que c'est en cela un mode de contrôle et d'asservissement. Jacques Abeille, vous dites que l'imagination est le premier pas dans la dissidence. Dans un entretien, j'ai pu lire ça, et que les pouvoirs établis ont toujours peur justement de l'imagination. Alors pourquoi, tout simplement, et est-ce que cela permet de faire des utopies et d'autres mondes qui justement permettent de comparer le réel à ces mondes imaginaires qui nous donnent un décalage entre les deux? Il y a une chose qui m'a touché beaucoup dans ce que disait Jacques tout à l'heure à propos de Leroi-Gourhan. Je veux dire, moi je le dépeignais comme l'homme qui fait apparaître des traces, et au fond, ce qui l'intéressait chez nos ancêtres, c'est leur manière de transformer la trace, de la rendre parlante. Alors, je crois qu'aujourd'hui, tout est fait pour que rien ne parle. Et qu'il ne s'agit pas de détourner le sens, il s'agit de l'annuler. Je pense que, enfin, pour moi, le mot censure avec un S, c'est la privation de sens, sans plus. Et j'en ai eu l'expérience, comme ça, après la chute du mur de Berlin, j'avais rêvé de faire une enquête dans les anciens pays socialistes sur, sur qu'est-ce que devient la culture quand advient la liberté. Grosso modo, c'était ça. Hein. Et j'ai pas eu les moyens de faire ce travail, mais je l'ai fait simplement en Pologne. Et en Pologne, j'ai rencontré une poétesse qui s'appelle Hartwig, qui, elle et son mari avaient représenté, au fond, la résistance pendant le régime de Jaruzelski. Et dans la conversation, elle m'a dit une chose que je n'oublierai jamais, et qui a été d'autant plus importante pour moi, qu'au fond, je me suis rendu compte qu'elle ne se rendait pas compte de ce qu'elle disait, enfin, de l'importance de ce qu'elle disait. Et elle m'a dit à un moment, vous comprenez, le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne sait plus où est l'ennemi. Je crois que, si vous voulez, cet univers de la communication, c'est comme ça que ça s'appelle, en effet, fait disparaître l'adversaire, alors que l'adversaire n'a jamais été aussi présent.
Il y a aussi une autre chose dont je me suis rendu compte là. Si vous voulez, nous n'avons pas conscience. Ici, nous croyons depuis toujours dans la liberté d'expression. C'est complètement fou. Pour avoir la liberté d'expression, il faut en avoir les moyens. Les moyens économiques et les moyens politiques, si je puis dire. Sinon, c'est une blague. Je veux dire, ça reste un discours dans le vide. Ça, je veux dire, c'est une chose, au fond, dont on ne se rend pas compte. Parce que la privation de sens est efficace parce qu'elle est imperceptible. Il s'agit de rendre le pouvoir imperceptible. Ce dont vous prive le pouvoir de le rendre imperceptible. Alors Jacques Abeille, j'ai pensé en lisant Le Jardin statuaire aux utopistes. L'idée de créer un monde imaginaire qui nous permette de... Voilà, qui fasse un décalage avec le réel. Un monde imaginaire, mais qui pour autant, à l'intérieur de ce monde-là, on y voit exister une société qui peut nous ressembler, ou du moins dans laquelle on peut retrouver des us et coutumes qui peuvent nous être familiers. Quel rôle joue l'utopie chez vous? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas? Enfin, cette dimension du monde imaginaire dans laquelle on peut prendre une distance avec le réel. Bon, le terme d'utopie est assez mystérieux, mais l'une des interprétations les plus courantes, c'est un état de la société qui n'a pas de lieu, qui n'a pas de site. C'est un U privatif ou négatif, et ensuite la racine topos, le lieu, le site. Donc ce qui n'a pas de lieu. Alors, nous sommes en cours, c'est moi qui l'ai interrompu, nous sommes en cours de correspondance avec Bernard sur cette question. Ceux qui n'ont pas de lieu. Voilà. Enfin, ce qu'on pourrait appeler globalement la bâtardise. Quelqu'un qui n'a pas de lieu. Alors je pense qu'au départ, c'est une condition qui était la mienne, de n'avoir pas de lieu. Il était donc parfaitement normal, enfin, pas d'autre lieu que la pensée, les livres, l'espace pictural, l'espace des images, mais pas de lieu, je n'appartiens à rien, c'est une condition d'exilé en quelque sorte. De là que j'ai sécrété des lieux où je pouvais me tenir, parce qu'il n'y en avait pas d'autres, que ma vie était à peu près intenable. Voilà, profondément. Alors ensuite, ce sont des lieux plus ou moins vivables. Mais plus, peut-être, que ce qu'on me donne pour réel, que je trouve monstrueux. Vous savez, il y a quelques années, la pensée politiquement correcte s'est indignée à l'idée que une formule avait été lancée, il y a peut-être des systèmes culturels meilleurs ou pires que d'autres. Mais il n'est pas venu aux gens qui vertueusement protestaient contre ce type d'évaluation de se dire, est-ce que notre système culturel à nous ne serait pas parmi les pires? Alors qu'on en a la preuve. Quand en 1945, on ouvre les camps de concentration, et se dire qu'ils sont le pur produit des pratiques économiques et des pratiques politiques, on est quand même dans le pire du pire. Et on s'interroge, est-ce qu'on peut dire ça? Mais oui, on peut le dire. Du système culturel qui est le nôtre. Vous voyez ?
C'est l'idée que nous sommes dans un lieu invivable. Parmi des choses comme il arrivait à Samuel Beckett, par exemple, de les décrire comme enfer absolu. Hein. Voilà. Donc en face de ça, effectivement, au moins par un travail de pensée, d'écriture, de rêverie et tout ce qu'on voudra, dire d'autres lieux sont possibles. C'est à ça qu'a toujours servi l'utopie. Bernard, vous vouliez rajouter? Non, je voulais simplement dire que je crois que le camp d'extermination est le modèle de ce qu'on appelle l'entreprise. Parce que tout est réussi là-dedans. Je veux dire, la productivité complète, etc. Bon. Ce qui donne à réfléchir sur l'entreprise. Sur l'économie. Mais, enfin, c'est pas de la provocation. Je pense réellement, hélas, que c'est le modèle de l'entreprise moderne. Comme je pense que Gaza est une manière d'expérimenter le désespoir, de mettre les gens dans une situation toujours plus désespérée pour tuer la révolte. Difficile de rebondir. Alors du coup, justement, les utopies sont peut-être un mode pour trouver comment... Non, mais je crois pas. Je n'y crois pas. Je pense qu'il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de salut. Je veux dire qu'une des choses les plus perverses du monde occidental, qu'a inventé le monde occidental, c'est le salut. Puis il y aurait toujours un dernier recours. Il y aurait toujours un lendemain qui chante. Il n'y a pas de lendemain qui chante. D'ailleurs, je veux dire qu'on devrait quand même, depuis 50 ans, on voit le monde se dégrader. Moi, j'ai cru à l'utopie dans ma jeunesse. Si vous voulez, j'étais persuadé que dans un laps de temps relativement bref, il n'y aurait plus que des Platons. Et qu'est-ce qui se passe? Exactement l'inverse. Et tous les acquis du 19e sont en train de disparaître aujourd'hui. Ce qui était impensable il y a encore 20 ans. Alors, j'avais cru quand même trouver quelque chose, c'était transformer notre vision du monde. J'avais, en faisant justement le constat de ce qu'il y a eu au XXe siècle, de ce qui s'est passé, et que nos manières de voir devaient être changées et qu'il fallait travailler là-dessus. Est-ce que je me trompe ou non, mais j'ai cru aussi, peut-être que je crois encore, je ne sais plus, qu'il ne s'agissait plus de transformer les choses d'en haut, mais de proche en proche. Bon, on peut espérer que de proche en proche, quelque chose est possible. L'amitié est possible. Heureusement. Et les livres en sont un vecteur. Dernière question. Question simple. Quelle est la dernière chose qui vous a étonné, chacun? Mais à chaque instant, je suis plus qu'étonné, sidéré par la puissance des mensonges les plus grossiers et les plus insultants qu'on ne cesse de nous infliger. Ah, vraiment, je suis effaré. Je sursaute. Comment peut-on proférer de tels propos? Ça m'étonne. Et comment une population se laisse-t-elle insulter par des propos aussi grossiers?
comment se laisse-t-on traiter d'abruti ou d'imbécile de manière de plus en plus évidente? Et ce qui atténue mon étonnement, c'est évidemment le sentiment d'une catastrophe, c'est que tout ça est producteur d'une intensité de haine invraisemblable. Ce qui structure aujourd'hui notre environnement humain, c'est essentiellement de la haine. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Là, on dit « Ah !» Le « Ah !» de la surprise. Voilà où nous en sommes. Ah ! Mais c'est étonnant. C'est étonnant quand il y a 20 ans, 30 ans, ne parlons pas des années 60, où c'était inimaginable qu'on puisse en venir là. Inimaginable. Bon, eh bien, sur ce mot, je vous remercie pour cet entretien. Bernard Noël, Jacques Abeille, merci.